Je m'appelle Marie Métraillé, je suis chef de projet ici chez ProVélo Suisse, dans les locaux ici à Berne. Je suis responsable de 2 structures qui sont les forums Vélostation et Bike Sharing Suisse, qui sont des structures qui visent à faire la promotion du stationnement sécurisé et des réseaux de bike sharing. Et puis je suis aussi en charge de la mobilité combinée, c'est-à-dire de tout ce qui concerne le lien entre le vélo et les transports publics. Alors, la situation des pistes cyclables en Suisse, c'est que depuis le 1er janvier 2023 est entrée en vigueur la loi sur les voies cyclables. Et maintenant, c'est au canton en fait, de mettre en œuvre cette loi, ce qui implique d'abord la planification de réseaux de voies cyclables jusqu'en 2027. Et ensuite, il s'agira de construire ces réseaux cyclables continus et sûrs d'ici 2042. Chez ProVélo Suisse, on attend vraiment des cantons qui définissent ce réseau avec une hiérarchie qui est inscrite dans la loi et puis qui définissent aussi des conditions cadres pour permettre aux communes de ensuite participer à cette mise en application de cette loi. Il y a une grande attente de la part de ProVélo sur l'application de ces lois. On apporte une grande importance en fait à la séparation entre le trafic motorisé et le trafic cyclable. À la fois pour des questions de sécurité objective, mais aussi subjective, pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'utiliser le vélo de manière sécurisée. On est conscient que c'est une tâche importante, qu'il y a beaucoup à faire dans les villes, dans les communes, sur les itinéraires de loisirs et puis surtout sur le développement d'itinéraires du quotidien. On peut citer 3 priorités pour une mise en application de la loi sur les voies cyclables. La première, c'est que ces aménagements cyclables répondent finalement aux critères qui sont posés par la loi, c'est-à-dire des aménagements cyclables qui soient attractifs, hiérarchisés et sûrs. Et sûrs dans une dimension à la fois objective, avec une séparation des trafics, on l'a déjà dit avant, mais aussi subjective, pour qu'ils permettent aux gens d'être finalement se sentir, eux, en sécurité sur la route. La deuxième priorité, c'est que les cantons mettent en œuvre des conditions cadres pour une réelle application de cette loi sur le territoire cantonal. Ça implique l'ouverture d'un service spécialisé vélo au sein des administrations cantonales qui puissent accompagner ce processus grâce à des savoirs professionnels qui sont mis en place sur le terrain. Ça implique un plan directeur qui puisse ensuite être mis en application, et ça implique aussi bien sûr des lois d'application pour ensuite faire des instruments pour ensuite les communes. Le troisième point, c'est la volonté politique, et en lien avec la volonté politique, c'est les ressources que les cantons seront d'accord d'allouer à ces nouveaux aménagements cyclables sur leur territoire. Sur ce point des ressources, on remarque aussi qu'il y a la possibilité d'avoir un soutien de la part de la Confédération via les programmes d'agglomération et que parfois pas l'ensemble des fonds pour les aménagements cyclables ont été utilisés, ce qu'on trouve regrettable. Donc il y a cette question de la volonté politique qui est vraiment un point important pour que finalement les choses se mettent en place sur le terrain. Aujourd'hui, les points de friction ou les points les plus dangereux sur la route en ce qui concerne, pour les cyclistes, sont d'abord les intersections. Les carrefours, les ronds-points, les passages entre routes secondaires et routes cantonales sont des points où on sait que c'est là où il y a le plus d'accidents entre le trafic cycliste et motorisé. Et puis, c'est un défi pour les aménagements, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir des aménagements qui puissent sécuriser l'ensemble du trafic sur ces intersections, mais il y aura aussi un travail de sensibilisation à faire auprès des usagers et usagères de la route, finalement, d'être plus attentives et attentifs aux différents types de véhicules qui se trouvent à ces carrefours, que ce soit les vélos, que ce soit des vélos cargo, que ce soit des véhicules plus lents, des 2 roues motorisés ou encore des voitures.
Un deuxième point très important pour nous, qui est un point crucial ou dangereux, je dirais, c'est qu'on peut quand même relever qu'on voit qu'il y a une sorte de mauvaise interprétation de la loi sur les voies cyclables avec des infrastructures qui n'en sont pas. On peut citer l'exemple des bandes cyclables peintes sur des routes cantonales à 80 km/h qui sont finalement pas du tout adaptées aux cyclistes et qui mettent en danger à la fois les cyclistes mais aussi finalement qui ne mettent pas en sécurité les personnes qui sont dans des voitures, qui se retrouvent à devoir dépasser dans des vitesses inadéquates des vélos qui n'ont souvent pas suffisamment de place. Alors, on peut citer l'exemple d'une nouvelle réglementation sur les cycles et cyclomoteurs qui est rentrée en vigueur le 1er juillet 2025. L'objectif de cette nouvelle réglementation, c'était d'augmenter l'attractivité d'usage des vélos électriques et donc on a créé davantage de catégories. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une mise en application de cette réglementation qui est problématique parce qu'en fait, on a sur des itinéraires cyclables des parties de tronçons qui sont interdits aux cyclomoteurs et aussi aux vélos électriques jusqu'à 45 km/h, alors même que ces itinéraires cyclables sont faits pour les vélos, y compris les vélos électriques qui vont jusqu'à 45 km/h. Les aménagements inadaptés produisent de nombreux accidents. Je vous donne quelques exemples. Une ligne de tram sur un itinéraire cyclable, des rebords de trottoirs trop hauts, une chaussée qui se rétrécit, mais aussi des aménagements cyclables qui ne sont pas entretenus pendant l'hiver, qui sont glissants, ou il y a de la neige dessus, ou des choses comme ça. Donc, même si on n'a pas de chiffres exacts sur cette question, parce qu'au final, dans les rapports de police, on ne va pas citer les problèmes d'infrastructure, il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment en Allemagne, sur cette question qui pointent qu'un tiers des accidents sont liés aux problèmes d'aménagement. Sur ces aménagements, j'aimerais poursuivre en parlant aussi du problème de la discontinuité du réseau ou des itinéraires cyclables. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre vélo et que vous suivez une piste cyclable, souvent, actuellement en tout cas, malheureusement, la piste cyclable s'arrête. Vous n'avez plus de signalisation. Vous êtes en plein milieu de la ville, vous ne savez pas si vous devez aller sur le trottoir, vous devez aller sur la route, vous devez aller sur la ligne de bus. Et au final, cette absence de continuité dans le réseau et ces problèmes de signalisation conduisent à des comportements finalement de la part des cyclistes imprévus. Parce que si vous êtes un bon cycliste, vous allez peut-être aller sur la route, et puis si vous avez un peu plus peur, vous allez aller sur le trottoir. Et au final, cette imprévisibilité, c'est aussi un facteur d'accident pour le reste des personnes et des véhicules sur la chaussée. Les accidents les plus graves se produisent en cas de collision entre des cyclistes et des automobilistes. Et puis, la majorité des situations sont liées à une vitesse inadaptée, mais surtout à une inattention de la part des automobilistes. Et ça, c'est un point, disons, très important pour le trafic cycliste, mais aussi pour les piétons. On est d'avis à ProVélo qu'une campagne qui est plutôt... que les campagnes qui fonctionnent, c'est les campagnes où les personnes sont impliquées dedans et qui ont un rôle à jouer, qui sont actives, comme les cours de vélo, par exemple. Les cours de vélo, finalement, ne devraient pas être uniquement ciblés sur des publics de cyclistes, mais sur l'ensemble des usagers et usagères de la route, parce qu'au final, si les automobilistes feraient aussi des cours de vélo, ils pourraient aussi se rendre compte en fait de quelle place on prend dans le trafic quand on est cycliste et puis se mettre à la place du cycliste lorsqu'ils sont ou elles sont sur la route. Concernant les campagnes, on aimerait aussi relever que certaines campagnes peuvent être contre-productives. C'est le cas par exemple de la dernière campagne du Fonds pour la sécurité routière qui met en scène un jeu télévisé dans lequel les cyclistes jouent leur vie dans des situations de trafic. Cette campagne, d'après nous, a une mauvaise influence sur les personnes qui font du vélo et les personnes qui ne font pas encore de vélo. Premièrement, elle peut faire peur finalement aux personnes qui hésitent à utiliser leur vélo tous les jours. Et puis deuxièmement, elle met explicitement la faute sur le cycliste, alors même que ce n'est pas le cas. Il y a un exemple très
frappant du dooring, c'est-à-dire d'un cycliste qui en fait est victime de l'ouverture d'une porte de voiture, qui n'a pas regardé avant d'ouvrir la porte et qui blesse le cycliste, ce qui, de notre point de vue, n'est pas du tout de la faute du cycliste, mais plutôt de la personne qui devrait regarder avant d'ouvrir la porte. Et c'est une problématique bien connue des cyclistes en centre-ville. Par où commencer l'application de cette loi sur les voies cyclables? Bien sûr, il y a une hiérarchie du réseau, et donc on commencerait par les axes principaux, et puis ensuite on continuerait par les axes secondaires. Mais on sait bien que dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Dans le sens où si vous avez des travaux d'assainissement sur des routes, eh bien, tous travaux d'assainissement sur des routes doivent être une possibilité pour réaliser les aménagements cyclables conformes à la nouvelle législation. Au niveau de la communication, un des points importants qu'on peut faire passer comme message, c'est l'augmentation de la qualité de vie dans les zones qui deviennent des zones 30. On a une réduction de la vitesse, on a davantage de sécurité pour les piétons, pour les personnes qui vivent, aussi pour les cyclistes. On a une réduction du bruit. On a aussi remarqué que les projets pilotes étaient une bonne manière d'intégrer des changements, parce qu'au final, il y a souvent moins d'opposition parce que c'est pour un temps court. Et puis, si les aménagements ou les mesures finissent par être adoptées en fait par la population locale, que ce soit les riverains, que ce soit par les commerçants du coin, finalement, ça permet de continuer, de mettre en place, de pérenniser la mesure. On a l'exemple avec des stationnements vélos provisoires qui sont mis en place aux Pays-Bas, et puis si elles sont utilisées, on les laisse. On a les vélobox à la commune de Lausanne qui ont été installés, qui ont finalement eu beaucoup de succès et qui vont être installés sur l'ensemble du territoire communal. Où on a encore ces super blocs sans voiture qui sont en phase de test à Bâle. Donc on voit que finalement, faire des expériences sur le terrain, faire des aménagements qui peuvent permettre de réduire la vitesse, d'augmenter le trafic, les mobilités actives comme les piétons ou les cyclistes, ça il y a un bon moyen finalement de aussi faire passer un message, c'est finalement tester, on regarde ce que ça donne, et puis si ça nous convient, si on adopte ce nouvel aménagement, on continue.